Bien, ben bonjour, merci d'assister à cette rencontre qui n'est pas une rencontre en live, hélas, à cause de la pandémie que vous connaissez tous. Merci d'accueillir trois écrivains avec moi. Je dis accueillir, en fait, vous ne les accueillez pas parce qu'ils sont restés chez eux, sauf un, Arnaud Bertina, qui sera là le 6 mai pour vous écouter et éventuellement vous parler et rire avec vous, j'espère. Nous, on n'aura pas ce plaisir-là et ça nous manque un peu de pouvoir rencontrer en vrai des gens avec cette pandémie qui dure. Mais bon, c'est un pis-aller que de le faire par Internet, mais c'est toujours bien d'entendre ces paroles et de pouvoir recevoir trois écrivains qui ont commis ensemble un même livre que voici, qui s'appelle Boulevard de Yougoslavie, c'est paru aux éditions Inculte, un livre à trois et un livre qui raconte l'histoire d'un quartier. Alors, je ne sais pas si on dit le Blon ou le Blos, vous me le direz tout à l'heure, tous les trois, mais c'est un quartier de Rennes qui existe réellement. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un urbaniste qui a été chargé par la mairie de prévoir la rénovation du quartier. Et le roman commence avec la réception de ses travaux à lui, de son projet. Et c'est une réception qui est très houleuse parce que le public qui habite ce quartier est ulcéré par ce qu'ils ont pu lire. Et donc, ça se passe assez mal pour cet urbaniste. Et la mairie va décider une chose assez étonnante, surtout aujourd'hui en France actuellement. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Cette mairie va décider de demander aux habitants du quartier eux-mêmes comment ils voient la rénovation de leur quartier. Alors, c'est une question qui peut paraître simple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, suivant les populations auxquelles on s'adresse. Et dans ce cas-là, on va voir dans tout le roman comment se met en place une tentative de discussion, une façon de dire aux autres, vous avez le droit à la parole, comment cette démocratie directe peut se mettre en place. C'est un peu l'objet de tout le roman. Alors, je dis que c'est un roman, ça a été écrit donc par Arnaud Bertina, par Olivier Roé et par Mathieu Larnaudy. Et c'est un roman qui a été donc collectif. Vous avez tous les trois déjà fait des livres collectifs, mais là, c'est un roman. Et un roman, c'est un peu particulier. C'est une matière qui échappe. Ce n'est pas une matière qui va se reposer uniquement sur des observations, sur une enquête. Alors, avant d'entrer dans le livre, j'aurais voulu savoir auprès de vous comment vous avez fait pour écrire à trois ce livre-là. Est-ce que vous vous êtes donné des scènes, des personnages, des voix? C'est un roman aussi qui est polyphonique, pardon, où on va entendre des habitants, on va entendre la voix narrative de cet urbaniste, on va entendre des récits à la troisième personne, d'autres à la première. Est-ce que vous vous êtes donné comme ambition de mêler des récits différents ou est-ce que vous êtes intervenus les uns après les autres dans une même scène, par exemple? Qui commence? Arnaud, peut-être? Oui, non, c'est effectivement, on a tous les trois résidé au Blône. Là, c'est pour répondre à la première question. Sur le S, merci. Ouais, on a tous les trois résidé au Blône, qui est au départ le nom d'une toute petite rivière qui circulait à cet endroit-là et qui est maintenant plus ou moins enterrée. Qui est donc un très grand quartier de Rennes. Ça n'est pas à l'extérieur de Rennes, c'est bien dans les limites de Rennes. Ça correspond au sud de la ville. On a tous les trois résidé là-bas. Donc, on a tous les trois fait des rencontres très différentes. Et ensuite, quand on a élaboré ensemble le discours du livre, ce qui nous avait intéressé et ce sur quoi on avait envie d'écrire, on s'est réparti des voix, effectivement. Et donc, ça correspondait aussi aux rencontres qu'on avait pu faire les uns ou les autres. Et ça correspondait aussi à notre façon à chacun de regarder la réalité, de dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect politique des choses. Tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt telle partie de la population. Tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vie associative, etc. Et on faisait le pari qu'on pouvait faire un petit peu les yeux fermés parce qu'on se connaît bien tous les trois, que en additionnant nos différents regards, on arriverait peut-être à rendre compte un petit peu de la totalité de ce qui peut se vivre dans ce quartier-là. Alors, il y a une voix qui est prépondérante, c'est celle de Youssef Bourras, qui est donc cet urbaniste qui vit assez mal le fait d'avoir été contredit par la population. Est-ce que cette voix-là, elle est la voix d'un seul d'entre vous, ou est-ce que finalement, sur cette voix-là, il y a des choses qui ont été mises en place par les trois? Peut-être je peux répondre. C'est Arnaud essentiellement qui a pris en charge cette voie, aussi pour des raisons j'allais dire, de dissymétrie temporelle dans l'écriture, puisque évidemment on n'est pas forcément toujours disponibles tous au même moment, et donc Arnaud lui a pu commencer plus tôt que nous, donc il a créé un peu avec l'histoire de Youssef une sorte de matrice et de progression narrative où après sont venus
s'intercaler les différentes propositions d'Oliver et moi. Et ensuite, nous, on est aussi évidemment repassé sur ce qu'Arnaud a fait. Il y a des choses qu'on a modifiées, un petit peu amplifiées, reprises, avec notre discussion, Arnaud lui-même a modifié. Donc, tout ça a été quand même un matériau peut-être posé d'avance, mais qui a beaucoup évolué au cours du temps d'écriture et des ajouts successifs. Et pour revenir à ce que tu disais, à ta première question sur la question de l'écriture collective, c'est vrai qu'on a fait tout un tas d'ouvrages collectifs avec un culte parce qu'on veut vraiment et on continue de vouloir défendre l'idée que la littérature, c'est quelque chose qui peut se faire à plusieurs. C'est pas nécessairement cette équation immuable, un livre égale un texte, égale un auteur, égale un individu unique. Nous, on veut un peu chambouler tout ça, d'abord parce que je trouve que cette espèce de restriction, elle est un peu pesante, et puis aussi parce que ça crée tout simplement des expériences d'écriture un peu différentes. Et ça m'amène à une chose qui est quand même hyper importante quand on fait un livre à plusieurs, c'est de se dire qu'un bouquin qui est fait par plusieurs personnes n'a pas vocation à ressembler à un bouquin qui est fait par une seule personne, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc il faut quelque part aussi que cette expérience d'écriture-là, cette expérience de mise en commun des voix, du récit, des options qu'on prend au fur et à mesure, elle soit sensible pour le lecteur. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt du livre aussi, puisque c'est mettre en commun le projet d'un quartier. Et là, c'est mettre en commun l'écriture sur la vie dans un quartier. Donc, il y a une symétrie entre ce dont il est question et la manière avec laquelle vous avez pu écrire ce livre-là. Mathieu, je sais que chez Inculte, tu fais partie de ceux qui sont très attentifs à la ville, à l'urbanisme, à des choses comme ça. Et pourtant, Youssef Bourrasque, parfois, quand il parle, on a l'impression d'entendre un peu des choses qui sont d'un château l'autre, pas d'un château l'autre. Excuse-moi Arnaud de te confondre avec Céline, mais bon, voilà, chez Céline, les châteaux ne brûlent pas, c'est comme ça. Mais cette idée de collectif avec le pouvoir qui n'arrive pas à mettre une communication avec ses citoyens, même s'il le veut, ce pouvoir, cette conversation, cette discussion, il n'y arrive pas. Oliver, on entend dans le roman aussi des questions qui, je pense, toi, te touchent particulièrement, qui sont les questions de la langue. Il y a plusieurs moments dans le roman où on voit des Françaises blanches, âgées généralement, qui essaient, à travers un atelier de théâtre, par exemple, d'inculquer l'art de la discussion, la conversation en français à des jeunes Syriens, à des Africains, etc., etc. Et cette question de la langue, on sent qu'elle est aussi essentielle tout au long du livre, parce que c'est pas les mots n'ont pas le même sens pour les uns pour les autres, la langue n'est pas la même. Et aussi, il y a une sorte de poids qui est fait sur la langue. Je pense à un épisode à la fin du livre qui est assez fort, qui est l'histoire d'un jeune Syrien, ce qu'il a vécu avant d'arriver là, et où il dit à un moment donné que le français qu'il apprend lui enlève de la langue arabe. Et il a hâte de ne plus avoir de cette langue arabe qui est pour lui un passé douloureux. Est-ce que toi, quand tu es allé en résidence là-bas, c'est quelque chose qui t'a plus particulièrement touché, c'est-à-dire les différentes langues qui se parlaient dans ce quartier du Blône? Oui, en fait, on est dans un moment politique qui focalise énormément l'attention sur la question de la langue. On a vu récemment, je ne sais plus quel homme politique, parler de l'arabe comme une langue qui incite forcément au radicalisme islamiste, etc. Et travaillant sur un quartier dit d'immigration, donc en tout cas pluriel, la question du rapport à la langue française, de ce qu'on fait de la langue d'origine avec laquelle on arrive, est centrale, pas juste pour les individus, mais dans la structuration même des rapports sociaux. Et moi, ce qui m'a frappé, en tout cas parmi les populations que j'ai rencontrées, j'aime pas ce mot, mais les jeunes Syriens que j'ai pu rencontrer, plus ou moins jeunes, d'ailleurs il y avait des gens de 60 ans et plus, aussi c'était pas que des Syriens, mais globalement, il y a un souci de leur part d'apprentissage de la langue française. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, hein, mais j'ai remarqué que de leur part à eux, en fait, c'est important à souligner, ils ont conscience et ils ont hâte d'apprendre la langue française. Pas forcément par amour de la poésie française ou de Victor Hugo, mais parce que pratiquement, pour pouvoir s'intégrer, donc avoir des échanges sociaux et politiques, ils sont obligés de passer par la langue française. Alors, à quel coût s'opère cet apprentissage? C'est ça, pour moi, le fond de l'affaire.
C'est-à-dire qu'il y a des bonnes volontés qui sont incontestables. Certains d'entre eux apprennent plus vite que d'autres, mais tous, en fait, payent un tribut à cette conversion-là. Et la question, c'est de savoir de quelle nature il est et quand est-ce qu'il surgit. Alors, il y a la langue, il y a le regard. Le regard est omniprésent dans le roman. Je voudrais évoquer des petites choses sur l'urbanisme. Enfin, moi, j'ai appris des choses comme ça sur l'urbanisme en lisant le livre, ce qui est quand même plutôt bien, parce que non seulement on a un roman, mais en plus on a un apprentissage avec ça. Sur l'idée de, par exemple, où se trouve une pelouse par rapport à une voie principale et un parking et une maison, enfin un immeuble, une tour, le choix du lieu de la pelouse qui va radicalement changer le rapport que les gens vont avoir entre eux, avec la ville, avec la voiture, etc. Il y a ces histoires-là de regard. Quand Youssef Bourras s'exprime, alors si j'ai bien compris, essentiellement par le biais de l'écriture de Arnaud, est-ce que chacun de vous deux, de vous deux autres, donc est-ce que Mathieu, est-ce que Oliver, vous introduisez une question de la langue dans ce que vient d'écrire Arnaud, une question du regard sur l'urbanisme dans ce qu'il vient d'écrire? Est-ce que vous avez agi de cette manière-là? Ça peut être aussi tout simplement parce que bon, le quartier, on y a résidé tous les trois, on le connaît maintenant très bien, parce que outre notre temps de résidence, en plus, on y est beaucoup retourné pour faire des choses au Triangle, des présentations, des rencontres publiques pendant le temps de résidence des autres. Donc, évidemment, on l'a regardé, ce quartier. On s'y est beaucoup promené, on a pris des notes, on a rencontré des gens, on a écouté ce qu'ils nous disaient, on a vu aussi ce à quoi leur regard était attentif. Et donc, effectivement, il s'agissait peut-être de rajouter parfois, par endroits, par petites touches, quelques éléments visuels, quelques éléments sensibles qui venaient un petit peu compléter le tableau, si j'ose dire, de l'ensemble du quartier. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé à la lecture et qui n'était pas forcément a priori formulé comme tel. Donc c'est vraiment quelque chose que l'écriture, et là vraiment l'écriture collective, a découvert en cours de route, c'est que indépendamment donc des différentes trames narratives, des différents personnages, etc., à un moment c'est le quartier lui-même qui devient le personnage principal du livre. Et ça, je trouve que c'est un sentiment de lecture assez fort, parce que voilà, espèce d'entité on n'a pas entendu ta dernière phrase. Pardon? Il y a une petite coupure. Oui, non, je disais juste que voilà, c'était intéressant de voir cette entité émerger et devenir au fond la réelle présence prédominante du livre. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que tu dis de voir cette entité surgir de la fiction, et cette entité, c'est le quartier. Or, ce quartier, il existe. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes donné un espace pour la fiction? Je montre à nouveau le livre, je le rapproche de l'écran. Cette image-là, on la retrouve quand on va sur Wikipédia et qu'on ne voit pas votre livre, mais on voit le quartier. C'est assez symbolique de ce quartier qui existe réellement. Donc, on est sur un roman qui part d'une base très réaliste, avec un quartier qui existe, le Triangle, j'imagine, qui vous a accueilli, qui est un lieu de culture et de danse assez remarquable sur Rennes et qui est évoqué dans le livre. Donc, des éléments de réel comme ça, et puis il y a des éléments de fiction qui apparaissent marqués comme étant une fiction. Le maire de Rennes dans le livre est un homme, il me semble que c'est encore une femme actuellement. En revanche, son adjointe qui va avoir des propos assez intéressants dans le livre. Elle s'appelle Annie, c'est son prénom, et Dalgo qui est son nom de famille. Donc là, vous marquez d'une manière assez drôle le fait que c'est une fiction. Est-ce que vous êtes fixé un lieu sur la fiction? Parce que forcément, il y a un rapport à l'éthique qui va surgir. Les gens existent dont vous parlez, et d'autres n'existent pas, mais en fonction de ce que vous allez dire, vous pouvez meurtrir, embêter, ou au contraire glorifier certaines personnes qui existent réellement. Alors, comment vous avez joué dans ce rapport fiction-réalité? Alors, moi, je veux bien répondre à ça. Cette question-là, évidemment, on en a parlé tout au long du processus d'écriture.
parce qu'elle n'est pas simple. Quand on prend par exemple l'exemple de la Chartreuse de Parme, Stendhal réinvente complètement la description de Parme, c'est-à-dire qu'il ajoute des monuments qui n'existent pas, et pourtant il appelle ça quand même Parme. Donc pour les gens qui connaissent Parme à l'époque en 1840, c'est étrange, quoi. C'est-à-dire ils se disent mais cette tour n'existe pas, etc., etc. Alors je pense, dans cette confrontation entre une référence évidente dans le monde réel et les libertés incroyables de l'écriture poétique, romanesque, qu'il y a quelque chose qui peut s'engouffrer. On n'est pas face à une espèce de mur comme ça que serait la réalité, un mur infranchissable qu'on n'oserait pas déplacer, etc. Au contraire, on essaye de créer des brèches à l'intérieur de ça. Donc, bien sûr qu'il y a notre regard, et notre regard, il est relativement homogène. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'un culte, quand on faisait la revue ou quand ensuite on a continué les projets collectifs, même après la revue, il y avait par exemple cette espèce de prisme qui nous était propre peut-être, de toujours plutôt traquer des positivités. Alors, avec des bémols, parce qu'on n'est pas tous exactement raccord à cet endroit-là, mais quand même concrètement, c'était chercher, montrer, dire, décrire les choses positives qui s'expérimentent. Plutôt que de faire un portrait, par exemple, d'une cité qui serait un portrait à charge, où on taperait sur tout le monde, où on se ferait des gorges chaudes de la bêtise des uns et des autres, de leurs erreurs de positionnement, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, à l'inverse de la plupart des médias, pas de tous, mais de la plupart, c'est de chercher justement ce qui marche, ce qui réussit, ce qui est beau, ce qui s'appuie sur une espèce de confiance dans l'intelligence des uns et des autres. Donc, il y a notre fiction, même quand on s'autorise donc la liberté de la fiction, notre fiction, c'est pas prendre des libertés pour justement malmener des personnes. C'est plutôt à la rigueur pour souligner des petites utopies en acte. Pas des utopies au sens où ça n'existe pas, puisque là, ça a existé. Alors peut-être que nous, on n'en relève que le côté très positif de tout ce chantier, de toute cette consultation citoyenne voulue par la mairie, etc. Peut-être qu'on a un peu tiré ça du côté qui nous enthousiasmait, que peut-être que certains habitants auraient envie d'un portrait un peu plus contrasté, un peu plus critique, auraient peut-être la dent un peu plus dure sur le rôle de la mairie, etc. Mais nous, ce qui nous a semblé, c'est que ce côté positif est suffisamment rare pour que ça vaille le coup de le décrire déjà et de laisser de côté temporairement ce qui vient abîmer ce côté positif-là. Donc même quand on transforme des personnages de fiction, même quand on transforme des discours, c'est absolument pas pour se permettre de leur rentrer dedans, de rentrer dedans à telle ou telle personne, mais c'est plus pour justement au contraire dire voilà, il y a ça qui existe, et ben c'est pourtant dans le réel. Oui, on passe par la fiction, mais c'est pourtant bien dans le réel, quoi. Donc parce que c'est quand même compliqué de rencontrer des gens, de passer 2-3 heures avec telle ou telle personne, et puis ensuite de se dire ah, je viens de passer 3 heures avec un gros con, je vais me le payer dans le livre. Ça, ce type d'humeur-là, c'est aux autres aussi de dire, mais je pense que c'est pas du tout nous, mais pas du tout, du tout. Notre humeur, c'est plutôt de dire, tiens, je viens de passer 3 heures avec quelqu'un, il y avait des choses compliquées dans ce qu'il vient de dire, je ne vais pas obligatoirement les mettre sous le tapis, mais j'ai aussi entendu des choses assez incroyables. J'ai aussi entendu des réflexes de sens politique, des réflexes d'intelligence collective, des réflexes d'humanité. Et c'est plutôt à partir de ça que j'ai envie d'essayer de travailler. Je ne vais pas masquer la détresse, je ne vais pas masquer la douleur, mais ce que j'ai envie de montrer, c'est aussi comment des gens, tout d'un coup, on arrive à tirer le meilleur de leurs voisins. Là, je le dis, c'est moi, mais voilà, Oliver, il veut réagir. En fait, la question, pour reprendre aussi ce que dit Arnaud, c'est que elle ne nous a pas quittés de tout le processus d'écriture jusqu'aux dernières relectures, en fait. Là, je vais parler plus spécifiquement du cas des gens que moi, j'ai rencontrés. En fait, on était parti quand même sur l'intuition pour le livre, y compris la partie plus urbanistique et architecture, sur l'idée qu'un plan est fait pour être défait par la réalité, quoi. C'est-à-dire que
aussi sophistiqué ou démocratique soit-il, l'usage va le défaire. Et c'est un tout petit peu l'idée de l'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'on est parti avec des intentions et le travail individuel et collectif va défaire en fait ce qu'on avait l'intention de faire. Dans le cas, par exemple, du jeune Syrien que j'ai rencontré, j'en ai rencontré plusieurs. C'est quand même sur lui que j'ai décidé d'écrire, avec toujours l'intention de rester le plus fidèle possible à ce qu'il me disait. Peut-être parce qu'il s'agit d'un étranger et que sa voix n'est pas encore audible. Donc je me sentais investi d'une espèce de devoir, plus que de mission, hein, mais un devoir. Et que la difficulté pour moi, en fait, qui a été aussi une solution, c'est de me rendre compte qu'à partir du moment où je vais devoir traduire ce qu'il me dit en arabe, je le trahis déjà. Donc, il y a un écart qui commence à se creuser entre la parole entendue et sa traduction dans la langue d'accueil. Et à partir du moment où j'ai accepté cette trahison-là, même si je gardais l'horizon de la vérité en tête, je sais que c'est un mot compliqué, mais je l'assume, j'acceptais le rôle de l'écriture dans la retranscription de sa parole. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, l'écriture, parfois, elle m'imposait des choses que lui ne m'a pas dites, en fait. Et je n'estime pas l'avoir trahi en faisant ça. Je pense avoir dit exactement ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit encore aujourd'hui, même en passant en me soumettant aux exigences de l'écriture. Et je crois que je pense que c'est un tout petit peu pareil pour tout le monde. Même si avec d'autres protagonistes que j'ai rencontrés sur place, et dont je parle d'ailleurs dans le livre, je ne me suis pas senti aussi tenu de respecter la parole dite. Ça dépend en fait des gens, du profil, de la situation politique en fait, des témoins ou des interlocuteurs qu'on a interrogés. Voilà, de toute façon, à partir du moment où on a rencontré des gens, qu'on a récolté leurs paroles, qu'on a passé du temps avec eux, parfois des heures, qui nous ont raconté toute leur vie, etc., évidemment qu'on se sent de toute façon investi d'une forme de devoir éthique par rapport à cette parole-là, et qu'on soit d'accord avec elle, de toute façon, elle nous a été confiée, il faut la respecter. Après, il se trouve que la situation du Syrien que vient de décrire Oliver, elle était très particulière. Elle est évidemment pas celle de tous les habitants du Blône, mais moi je trouve que peut-être paradoxalement, la fiction est parfois plus juste. Ce que je veux dire, juste au sens de justesse, mais aussi de justice, vraiment. C'est-à-dire que quand on va réinventer un personnage, réinsuffler de la fiction, réinsuffler aussi des paroles qui n'ont pas été prononcées à partir d'une base documentaire qui est tirée de ce que nous a dit quelqu'un, ça ne veut pas dire nécessairement trahir au sens justement éthique cette personne-là, ça veut dire simplement peut-être ne pas la mettre dans le livre de façon aussi brusque, brutale et en bloc, que si on avait simplement fait, par exemple, de la retranscription d'entretien. Et finalement, moi, je trouve que ça dégage la personne d'une espèce peut-être peut-être de forme de violence à se retrouver comme ça, insérée dans un livre, alors que là, quelque part, oui, c'est un peu elle peut y reconnaître certains de ses traits, mais c'est pas complètement elle non plus. Donc il y a une espèce de liberté aussi pour la personne qui va lire ça. Et je trouve que ça nous permet aussi de dire plus de choses de ces gens-là que si on était tenu à une retranscription complète qui impliquerait justement un scrupule extrême sur la parole. Donc, quand même, le jeu fictionnel, c'est pas qu'une question de liberté d'écriture, c'est aussi, je pense, une position éthique qui peut avoir sa propre justice. Oui, on a l'impression à vous lire que la fiction vient mettre de l'air dans le réel. Et c'est inscrit même dans le projet du roman. Je voudrais évoquer juste un épisode. Youssef Bourras, dans son projet initial, celui qu'on n'a pas vu, mais à partir duquel va démarrer la bronca populaire, avait prévu, et en pensant aider tout le monde en faisant ça, en pensant aider les citoyens, avait prévu de faire des parkings souterrains. En disant comme ça va dégager l'espace, on pourra mettre de la verdure, et puis surtout, peut-être pour des raisons de sécurité, les voitures ne seront pas abîmées, etc. Et il y a un des habitants qui, lui, est contre et qui évoque le fait que tous les matins, il se rend à sa voiture, il fait 50 mètres pour aller à sa voiture, et que ces 50 mètres-là lui sont profitables parce qu'il regarde la nature, il regarde les choses, et que si, en sortant de chez lui, il allait directement dans le souterrain, il ne verrait pas tout ça.
Donc, on a une réalité qui est multiple en fonction des gens qui la voient et qui la regardent. Et c'est un peu le projet du livre aussi, me semble-t-il, c'est de voir quelle politique est possible en donnant la parole à chacun pour faire quelque chose qui serait collectif. C'est un grand casse-tête qui se pose là aux hommes politiques. Quand vous avez écrit ce livre-là, est-ce que vous avez fait œuvre de politique? Est-ce que, au sens noble, hein, c'est-à-dire la chose publique, le partage, le vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est une ambition qu'a le livre d'être politique? Le premier qui veut répond. Oui, mais être politique, c'est toujours la même chose. C'est pas parce qu'on parle d'un sujet ou d'une matière qui est immédiatement politique que le livre est politique. On peut faire sur le sujet du Blône et de l'urbanisme, on peut faire un livre qui ne sera pas du tout politique parce que, par exemple, il reconduira les formes littéraires traditionnelles sans jamais les interroger. Donc, par exemple, avec une forme de narration extérieure, donc un espèce de petit dieu à l'intérieur du livre qui regarde et qui voit tout, qui maîtrise tout et qui est intelligent à la place des autres. Ben, là, à partir de ce moment-là, on fait pas un livre politique, on fait complètement autre chose, quoi. En fait, la politique à l'intérieur de la littérature ou même à l'intérieur des arts en général, c'est proposer de nouvelles formes de vie. Et la nouvelle forme de vie, elle n'est pas uniquement dans le Blône, elle est aussi nous, entre nous. Comment est-ce que ça se goupille? C'est-à-dire, est-ce que moi j'envoie mes chapitres en ayant verrouillé le PDF ou est-ce que je laisse le PDF ouvert pour que les deux autres puissent s'en emparer? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une uniformité de voix ou est-ce qu'on assume le fait qu'il y ait des voix très différentes qui s'expriment à l'intérieur du livre? Est-ce qu'on veut que ces voix différentes quand même utilisent le même micro ou tout d'un coup utilisent un micro qui semble être celui de la poésie et que tout d'un coup le livre se fractionne, s'élime comme un tissu et fait rentrer comme ça une autre parole qui n'est plus une parole narrative ou moins une parole narrative, etc. C'est seulement à cette condition-là que le livre il deviendra politique au sens où tout d'un coup il propose une autre façon de vivre ensemble, une autre façon de faire cohabiter les voix ensemble. Si on l'avait fait de manière traditionnelle, on pourrait faire un truc sur la campagne présidentielle, et ben ce ne serait pas un livre politique pour autant. Un tout petit mot en fait pour compléter ce que dit Arnaud, c'est que la manière dont on l'a écrit est un décalque en fait des réalités même du Blône. C'est-à-dire que essayer en fait ça s'est imposé, on l'a même pas cherché. À partir du moment où on prend en charge un quartier comme celui-là, on va devoir nous dans notre manière, dans nos protocoles d'écriture individuels et communs, faire de la politique, c'est-à-dire organiser l'hétérogène en fait pour aller vite. Et l'organiser de manière non totalitaire, c'est-à-dire non pas en cherchant à ramener cet hétérogène à de l'homogène, mais au contraire en cherchant à préserver cet hétérogène, en cherchant à faire que ça continue de vivre cette espèce de très grande disparité, en ne demandant pas de manière violente à tout le monde de parler immédiatement français sans faute, quoi, en laissant justement des voix s'exprimer différentes. Mais tu vois Thierry, en fait, tu le disais aussi un petit peu au début, là, on est tous les trois. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. On pourrait dire qu'il y a une homogénéité qui s'est créée au fil des années et des projets de travail. Sauf qu'en fait, si on regarde de manière plus précise, cette homogénéité, elle n'existe pas. Par exemple, pendant toute la première partie du travail, Oliver, il vivait à Berlin. Maintenant, il est à Bruxelles. C'est des villes qui n'ont rien à voir avec l'aspect physique des rues parisiennes. Et des rues de Rennes. Mathieu, lui, il est à Paris centre. Ça n'a rien à voir avec la perception de l'espace qu'on peut avoir quand on est au Blône. Moi, je suis en toute proche banlieue parisienne, juste de l'autre côté du périph', et c'est encore différent de Paris centre. Et donc, tous les trois, quand ensuite on réside au Blône, on perçoit des choses évidentes qui sont de l'ordre de l'objectif, mais elles ne résonnent pas de la même manière en nous. C'est-à-dire que là j'invente, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de vrai. Quand Oliver il passe plusieurs années à Berlin, Berlin c'est une ville assez aérée où il y a beaucoup d'espace dans les rues même. Il n'y a pas de rues confinées, il y a pas de ça respire énormément. C'est une ville très étendue.
d'une certaine manière, ça peut ressembler un tout petit peu à certains aspects du Blône, qui est justement une partie de la ville qui s'est développée sur l'idée de respiration, d'espace vert, etc. Mathieu, qui vit plein centre à Paris, au contraire, il est dans l'ancien Paris haussmannien, etc., où c'est beaucoup plus resserré, etc. Donc, quand il arrive au Blône, obligatoirement, il se prend encore plus de plein fouet que moi ou Oliver. Il se prend encore plus de plein fouet le fait qu'il y ait cette distance réglementaire entre les immeubles, etc. Donc, notre perception de l'espace n'est pas exactement la même, et c'est justement une chance pour écrire ce livre-là. Parce que un Congolais qui arrive au Blône, ou un Syrien qui arrive au Blône, ou un Breton de la Bretagne intérieure qui vit au Blône depuis les années 70 et la création du quartier, eh ben, ils n'auront pas non plus la même perception de l'espace. Peut-être qu'un Syrien sentira beaucoup trop de solitude, beaucoup trop de solitude dans ce quartier-là, où tout est trop loin, où la chaleur humaine est vraiment compliquée à percevoir, alors qu'on a rencontré des Bretons de la Bretagne intérieure qui parlent encore du quartier avec des lumières dans les yeux, en nous disant « mais vous imaginez pas ce que ça a été pour nous de commencer à vivre là en 1970 ». Donc, il n'y a pas tellement d'homogénéité entre nous trois, et c'était une chance parce que ça nous permettait d'accéder vraiment à l'hétérogénéité du quartier sans vouloir la réduire, sans vouloir à tout prix la faire rentrer dans un discours unique. Mais on peut aller un peu plus loin que ça aussi, parce que, excusez-moi de vous le rappeler, mais vous êtes 3 hommes blancs en train d'écrire, et dans ce quartier-là, vous allez pointer quand même des choses qui concernent évidemment les gens de couleur, les Noirs, les Asiatiques, etc., les Arabes. Youssef est un peu arabe, il a des origines marocaines. Mais vous allez pointer ça, mais aussi beaucoup, non pas ce que vous voyez de la vie des femmes, mais plutôt ce que l'on ne voit pas de la vie des femmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le pouvoir sur le quartier, qu'elles n'ont pas et qu'elles ne se le donnent même pas elles-mêmes le pouvoir de dire ça va pas, il faudrait changer ça. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que vous avez eu des témoignages de ces femmes-là, ou est-ce que c'est vous, en tant que romancier, avec cette habitude que vous avez tous les trois de vous mettre dans la peau de l'autre, de l'alter ego ou pas, de celui qui vous est différent, de vous poser des questions qui remettent en cause le réel tel que vous pouvez le percevoir? Juste une toute petite contestation de ton postulat, c'est que moi j'ai l'impression que les femmes que j'ai rencontrées sur place, puisque c'est ta question, elles avaient un pouvoir d'action sur le réel qui était colossal. C'est-à-dire que la majorité des gens qui enseignent la langue aux étrangers sont des femmes. Donc, oui, mais je parlais plutôt des femmes arabes, syriennes ou autres. Enfin, dans le livre, il est dit à un moment donné qu'on ne les voit pas dans les cafés, que sur les bancs, statistiquement, ce sont les hommes qui s'y mettent, et qu'elles ne pensent pas elles-mêmes qu'elles auraient quelque chose à dire là-dessus. Voilà. Or, c'est dit dans le roman, donc ça vient bien des romanciers, ça ne vient pas des femmes elles-mêmes. Alors, d'abord, il y a peu de café au Blône, et c'est un énorme problème. Donc, de toute façon… Il y a peu de café aujourd'hui en France, hein. C'est un gros problème. Non, mais de toute façon, même quand ils étaient ouverts, il y en a vraiment très peu au Blône. Donc, de toute façon, la question, là, il faut la poser autrement. Non, mais par exemple, moi, il y a une scène qui m'a énormément marqué et qui se retrouve dans le livre. C'est le jeune directeur d'une petite maison de quartier, donc, où se retrouvent les associations, etc., où il y a plein de liens sociaux de plein de manières différentes qui peut se créer. S'était rendu compte que dans les visites qui étaient organisées en vue de cette consultation citoyenne, s'était rendu compte qu'effectivement, il manquait toute une partie de la population. Déjà, se rendre compte de ça, je trouve ça déjà hyper vertueux, quoi. C'est de se dire, bon sang, il y a un problème. Je veux dire, on ne peut pas retrouver dans les visites de chantier qu'on organise, on ne peut pas retrouver en permanence que les propriétaires blancs qui ne vivent pas obligatoirement sur place. Donc, il passe de cette prise de conscience, il passe à l'action, c'est-à-dire tout d'un coup, il missionne les gens qui travaillent avec lui pour faire venir toute cette autre partie de la population qui ne prend jamais la parole. Et il réussit à en emmener beaucoup en visite de chantier. C'est très beau, ça, déjà ça, parce qu'en fait, c'est des femmes, pour certaines d'entre elles, qui ne font pas les 3 stations de métro qui mènent au centre de Rennes et qui ne le font pas pendant 20 ans. Donc, c'est des situations de vie qu'on a un peu de mal à imaginer, ça. Donc, tout d'un coup, elles se retrouvent dans un bus à partir pour toute la journée
à pique-niquer, à visiter des villes des alentours de la région, etc., pour voir des chantiers et donner leur avis. Sauf qu'il va plus loin encore. Il se rend compte que ces femmes-là, ensuite, ne viendront pas à la réunion de débrief pour faire entendre leur point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il les reçoit dans son bureau, toutes les quelques femmes qui sont à peine francophones, il les reçoit dans son bureau. Il y a quelqu'un pour traduire. Parce qu'il se dit, eh ben, au moins moi, si je les ai reçues avant en réunion, ensuite, je pourrais relayer leurs paroles. Donc là, c'est magnifique parce qu'on est dans un relais, c'est-à-dire que c'est presque un peu le téléphone arabe. Donc oui, il y aura de la perte, oui, il y aura des choses qui ne pourront pas être dites, mais quand même, ces voix-là, le reste du temps, la puissance publique s'en contrefout complètement. Et donc, nous, le but du jeu, on n'a pas la solution parce qu'on n'a pas accès à ces femmes-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la vérité de leurs ressentis, même si, par exemple, Oliver, qui lui est arabophone, peut aller parler avec elle, là aussi, il y aura de la timidité, il y aura, bref, il y a plein de filtres invisibles. Mais nous, en tant que romanciers, si déjà on indique la présence de tous ces filtres invisibles, de tous ces plafonds de verre, etc., je pense qu'on fait déjà une petite partie du boulot. C'est-à-dire, on ne se contente pas nous-mêmes d'aller au-devant de ceux qui peuvent nous parler facilement, qui ont déjà tenu 150 fois des discours devant des politiques ou devant des journalistes locaux, etc. On se dit, tiens, oui, ok, on a fait parler les beaux parleurs, on a leurs témoignages, mais constatons-nous aussi qu'il y a toute une partie de la population qui, le reste du temps, n'a pas accès à la prise de parole, et indiquons au moins, au minimum, à quel point c'est compliqué cette prise de parole, à quel point il ne suffit pas de tendre un micro pour que les gens tout d'un coup puissent parler, que c'est un travail sur le long terme, que c'est un travail sur la prise de confiance, sur la valeur de soi, sur l'image qu'on a de soi, etc. Et il me semble que si au moins dans le livre, on fait apparaître ça, eh ben, il me semble qu'on fait déjà pas mal. Je crois que vous faites plus que ça, et si vous me permettez tous les trois de mon propre témoignage de lecteur, mais en permanence, vous me faites découvrir des choses dans le livre, sur des détails. Je pourrais penser, par exemple, tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de la fiction qui peut être plus juste. Et ça me fait penser à cet épisode où Annie Dalgo va longer la promenade pour voir quels arbres il faut abattre, parce que certains habitants voudraient qu'on abatte des arbres, quand d'autres voudraient qu'on n'y touche pas, évidemment. Et donc, elle va interroger chacun sur pourquoi voulez-vous abattre cet arbre ou pas. Et là, on a des micro-histoires qui arrivent, on a des témoignages singuliers qui arrivent. On peut, avec juste un dialogue, savoir que ce type-là qui veut abattre son arbre devant chez lui pour avoir plus de lumière, il était là avant, l'arbre était bien là avant qu'il aménage, donc il a aménagé, donc il faut qu'il accepte. Et puis, on a cette histoire d'une dame handicapée qui doit allumer la lumière parce que l'arbre fait de l'ombre et que ça devient un peu dangereux pour elle d'aller chercher l'interrupteur, etc. Et la manière dont elle le dit, très humble, nous fait toucher quelque chose du doigt à ce moment-là. Alors peut-être Mathieu, je ne sais pas si ces témoignages-là sont issus du réel ou de la réalité, mais est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu parlais aussi de la fiction comme étant plus juste, c'est-à-dire de mieux faire comprendre que un arbre est lié à des histoires différentes de gens qui habitent autour et que ces histoires-là, il faut les entendre pour comprendre un peu de la complexité du réel. Absolument, absolument. Là, tu prends un épisode qui est très significatif et symptomatique de ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et il se trouve qu'en plus, là, c'est un épisode qui est très documenté puisque grande partie des micro-histoires que tu évoques, j'ai assisté moi à cette scène, j'étais là et j'ai entendu des histoires qui sont parfois exactement celles-ci, parfois un peu similaires. Là aussi, on s'amuse un peu aussi toujours sur les situations d'écriture et fictionnelle. Mais évidemment, quand tu arrives, toi, avec une adjointe au maire, enfin, qui d'ailleurs dans la vraie vie était un homme, mais bon, peu importe. Disons qu'on arrive avec Anne Hidalgo et on se retrouve face à ces gens qui certains veulent enlever des arbres, d'autres disent non mais ça va pas, surtout pas, faut pas toucher les arbres. Bon, moi, a priori, plein de bonne volonté, j'arrive en me disant mais ça va pas, on va pas abattre des arbres, les arbres c'est très bien, il y a rien de plus précieux, il faut sauver l'Amazonie, tout ça quoi. Donc évidemment, on arrive avec plein d'attendus et d'attentes qui sont somme toute d'ailleurs tout à fait, je crois, légitimes politiquement. Et puis on se heurte
aussi au réel. Et quand effectivement une dame en fauteuil roulant vient à la rencontre de cette petite délégation et dit, ben, vous voyez, moi le problème c'est que je touche une pension, j'ai pas d'argent, je suis là, ma fenêtre elle est derrière ce gros sapin, et donc en fait je ne vois rien d'abord, je ne vois pas ce qui se passe au dehors, et en plus je suis obligé de mettre l'électricité toute la journée qui me coûte cher parce que j'ai pas de lumière. Ben, d'un seul coup on se dit, bon, alors c'est vrai que la vie de cet arbre, ce beau sapin, c'est un très bel arbre, on va peut-être la réévaluer. Et c'est aussi ces moments où, justement, la politique, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Arnaud, elle introduit des désaccords. Elle introduit des désaccords avec nos valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des moments où on va être obligé de penser contre soi et de penser le bien commun et le bien d'autrui contre certains présupposés en fait politiques. Et en fait, la vraie politique, elle est là. La politique, c'est pas d'être d'accord de bout en bout entre nous. Voilà, si c'est pour être une espèce de bloc homogène infaillible, on fait pas de politique. Ce que tu dis là, ça renvoie aussi au personnage de Youssef Bourras, parce que lui, il a beaucoup de choses à son crédit, enfin, en termes romanesques, hein, je veux dire, il vient d'un milieu populaire, de parents immigrés marocains, et il a étudié notamment l'urbanisme, l'architecture, tout ça. Il a un certain savoir, il est assez généreux, je pense, dans sa démarche, mais il veut imposer son point de vue, et lui, il ne croit pas du tout au fait que des peuples, je dis des peuples parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes qui habitent dans ce quartier, des peuples auxquels on n'a jamais rien demandé, puissent tout à coup faire advenir quelque chose de réussi dans ce quartier-là, parce que ça voudrait dire que ses études ne servent à rien et que tout ce qu'il sait, lui, ne sert à rien. Donc il est dans cette position en permanence d'être contredit par le réel, alors qu'il l'a pensé, ce réel-là, ce qui peut être un peu paradoxal. Est-ce que c'était votre position à tous les trois quand vous allez en résidence au Blône? Est-ce que c'était de dire, je suis un écrivain, je maîtrise la langue, je maîtrise la configuration du réel, la représentation du réel, mais je dois tout oublier pour essayer d'être poreux à ce que je vais recevoir? Est-ce que l'écriture, ça se fait d'abord à ce moment-là, cette idée d'être poreux et de combattre les idées reçues que l'on peut avoir, quand bien même on est plutôt un intellectuel? Je vais répondre. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive plutôt dans une position d'idiotie, quoi. Il vaut mieux, sinon on n'absorbe rien, en fait. Je vais prolonger un peu ce que vient de dire Mathieu et aussi Arnaud d'une certaine façon. C'est qu'en fait, l'intérêt d'avoir vécu dans cet espace-là et d'avoir écrit sur le Blône, c'est un rappel, en fait, c'est des choses qu'on connaît peut-être, mais qu'on redécouvre, que la politique, c'est pas juste la grande politique qui règle les nations, les pandémies, mais qui est précisément, qui relève presque du conflit de voisinage, en fait. Et que le règlement d'un conflit de voisinage est extrêmement complexe et mobilise précisément des notions politiques de prise en compte de l'autre, de la singularité de chacun, de la manière de s'organiser, et ainsi de suite. Donc, en fait, il n'y a pas d'objet dans une vie en commun, spécialement dans un quartier comme le Blône, qui ne fasse pas litige, potentiellement, et qui, à partir du moment où fait litige, produit de la politique, en fait, ou nécessite, en tout cas, une réponse politique. Et ça, on en a été plus les témoins que les acteurs, mais je pense que c'était... si on arrivait avec une position de mépris en se disant, bah, en fait, il ne se passe rien ici, c'est juste une vie de quartier habituelle, ou alors si on arrivait avec des idées extrêmement préconçues sur les quartiers difficiles, sur les conflits, le communautarisme, le séparatisme, etc., de la même manière, on n'aurait rien vu, en fait. Donc, pour voir, il faut se débarrasser des deux, à la fois la politique et dans les lieux de la grande politique, ou alors on sait déjà ce qu'on pense de ce quartier-là, en fait. Il faut se défaire de ces deux pièges-là, en fait, pour pouvoir voir avec des yeux un tant soit peu neufs. Et il faut aussi... Oui. Pardon Thierry, pour prendre la suite d'Oliver, dans le moment, moi, où on était tous en résidence au Blône, je faisais donc des allers-retours aussi avec le Congo. Et pour le dire très très vite, ce que m'ont appris ces séjours au Congo, c'était à respecter la parole de ces jeunes filles des rues avec qui je travaillais,
qui étaient des mineurs entre 14 et 18 ans. Je pouvais avoir l'impression, ayant moi 40 ans, de mieux savoir quelles étaient les solutions pour elles. En fait, ce que m'ont appris ces séjours, c'est que, évidemment, tout en étant des jeunes filles en rupture de banc avec le cadre scolaire depuis quasiment l'école primaire, tout en étant dans la misère la plus noire, victime de la violence, des violences quotidiennes les plus atroces de la part des hommes, etc., eh ben, c'était quand même elles qui, évidemment, étaient plus pertinentes au moment de trouver des solutions plutôt que moi. Et que les solutions qui me venaient naturellement valaient peut-être en France, mais évidemment pas au Congo avec ces jeunes femmes-là. Et ça a été, c'est bête à dire, hein, ça semble très naïf, mais pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. Et donc ensuite, quand j'étais au Blône, je me retrouvais dans la même situation, pour reprendre ton mot, de porosité, quoi. C'est-à-dire de ne pas penser que c'est moi qui ai les solutions, que c'est moi qui ai les explications, et qu'il existe à l'intelligence quantité de façons d'apparaître. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre ensuite dans le personnage de Youssef Bourras, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça n'est pas un mauvais bougre, comme tu le dis. Oui, il est animé de bonnes intentions, mais son intelligence est canalisée par ses études et par sa réussite professionnelle. Et donc, il n'y a qu'une seule... son intelligence ne s'exprime que d'une seule manière. Et il mésestime, il sous-estime l'intelligence de la pratique quotidienne que les habitants sont les seuls à pouvoir avoir. C'est-à-dire que les habitants sont les seuls à pouvoir dire qu'en prenant tel chemin de terre, on arrive à tel endroit et que ça fait gagner tant de minutes. Ou qu'en passant par là, on est face à tel arbre et qu'il est beau de telle période de l'année à telle période de l'année et que ça fait beaucoup de bien à l'âme de passer tous les jours devant cet arbre qui est magnifique. Et ça, de penser que l'intelligence des habitants peut s'exprimer d'une manière qui n'est pas obligatoirement discursive, qui passe pas obligatoirement par des concepts abstraits ou des grands mots ronflants, c'était ce qu'on voulait mettre en avant dans le livre. On avait même quand on se parlait ensemble du projet au tout début, avant même d'avoir commencé à l'écrire, on pensait à des choses un peu. Je me souviens que moi on citait un peu Moby Dick, c'est-à-dire on disait voilà la lutte entre l'idéal et le réel, comment les deux peuvent vouloir ambitionner la même direction, mais s'y prendre de manière hyper conflictuelle. Et donc là, lui, il est dans une espèce de plan parfait, de plan idéal. Il a une représentation de ce que serait que la ville idéale, comment il faudrait la dessiner, quel carrefour, quel mode de circulation, quel passage pour les piétons. Mais en fait, il y a une ville pratique qui, elle, est façonnée au fil du temps par l'intelligence de ceux qui la pratiquent, et que ce conflit entre l'idéal et la réalité, il peut être absolument passionnant à essayer de détailler dans un roman, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion du livre, enfin, l'espèce de morale à la fin du livre, que je ne vais pas dévoiler, mais où finalement la vie reprend ses droits face à celui qui sait, et il découvre encore même à la fin du livre que quelque chose lui a échappé, et on se dit tous en disant ça que c'est tant mieux. Un peu avant la fin du livre, il y a un personnage qui parle et qui dit quelque chose qui me semble être un peu votre art poétique à tous les trois. Alors je vais le lire rapidement et avec les conditions d'Internet, j'espère que le son passera bien et que je ne vais pas trop bafouiller, parce qu'il me semble que là, il y a quelque chose d'essentiel pour décrire un peu votre travail à tous les trois et peut-être aussi à ceux que vous avez regroupés autour de vous dans ce collectif inculte qui est maintenant une maison d'édition. C'est une jeune fille, si mes souvenirs sont bons, qui a accueilli des témoignages de gens du quartier et qui parle à Youssef et qui revient sur cet homme qui fait les 50 mètres entre chez lui et sa voiture. Et elle dit ceci: si je fais l'effort de décrire une de ses sorties en nommant tout ce avec quoi il crée des liens, ce n'est plus une petite sortie mesquine d'une vie mesquine. Ça se met à résonner très fort, très loin. Il faudrait entendre aussi ce qu'il murmure pour lui-même, ce qu'il se dit en croisant cette jeune femme qui lui rappelle une femme d'il y a 30 ans, à qui il n'a jamais parlé, ou cet homme, les souvenirs que ça lève de sa vie amoureuse, à laquelle il aime penser, qu'il réinvente sans cesse, et comment il se ferme en entendant quelqu'un emmerder le chauffeur du bus, car il se souvient d'une agression qu'il a laissé crisper pour de nombreuses années. Et ça dure comme ça. Et c'est-à-dire que sur cette juste petite sortie, il va ramasser du pollen sur son manteau,
du pollen qui vient de partout. Il va avoir des choses, il va lire des titres d'affiches, il va faire plein de choses. Et tout à coup, sur cette petite chose qui pourrait paraître anodine et mesquine, notamment aux yeux de nous-mêmes, des médias encore plus, et de ceux qui veulent penser le monde, elle découvre que tout à coup, il y aurait un roman à écrire pour ces 5 minutes de vie de chacun. Est-ce que ce n'est pas un peu votre art poétique d'aller voir tout ce à quoi se connecte un quartier, une vie, une rencontre, une biographie, un arbre, etc. Si, tout à fait. Moi, je pense que ça pourrait être effectivement, tu as bien lu ce passage comme une clé possible. Ça pourrait être effectivement un peu une espèce de petit résumé de quelle est notre position, quelle peut être notre position en abordant un quartier comme celui-ci, mais peut-être plus en général d'ailleurs, n'importe quel thème de fiction dont nous allons après tirer un objet d'écriture, que ce soit d'ailleurs à titre collectif ou individuel. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, et qui va dans le sens de ce que disaient Arnaud et Oliver tout à l'heure, c'est qu'on est arrivé, j'allais presque dire, sans but au Blône. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait écrire un truc, mais d'abord, on ne savait pas encore quoi. Et surtout, on ne venait pas pour prouver une idée. On ne venait pas pour montrer que les banlieues favorisées font le lit de l'islamo-gauchisme. On ne venait pas non plus pour montrer à quel point ce sont des endroits enchantés dont il s'agirait de montrer à quel point ils sont merveilleux, parce que ce n'est pas vrai non plus. Donc on venait exactement dans cette position, c'est-à-dire arpenter le quartier avec notre manteau et être réceptif au pollen. Et finalement, c'est presque le quartier lui-même, ce qu'on y a senti, observé, écouté, qui a accouché de cette fiction. Donc, on a dit le mot porosité plusieurs fois. Effectivement, peut-être la première position artistique et éthique, les deux étant vraiment mêlés en l'occurrence, c'est de se faire le plus poreux possible. Alors pour finir, parce que ça fait déjà quand même 1 heure qu'on parle, hein, donc on va peut-être arrêter là, mais pour finir, j'ai remarqué que vos personnages allaient manger dans une crêperie Kerangal, ce qui me fait rire. Et pourtant, quand vous vous faites les remerciements en fin de livre, vous ne parlez pas de cette crêperie Kerangal, mais vous parlez de la pizzeria chez Oscar. Alors pourquoi remercier la pizzeria chez Oscar? C'est vraiment très bon, ou est-ce que c'est les serveuses qui étaient jolies ou Ah non, ni l'un ni l'autre. Alors d'abord, la crêperie Kerangal, c'est une licence poétique. Et alors que la pizzeria chez Oscar existe vraiment. Et non, c'était un jeune type qui la tient. Il est tout seul, il est tout jeune. Et tu sais pourquoi je le remercie? Enfin, pourquoi on le remercie, mais c'est parce que à chaque fois, j'étais le seul à demander du vin et il ne rechignait pas à ouvrir quand même la bouteille alors qu'il savait qu'elle lui resterait peut-être sur les bras. C'est pas un mec bien? Et quoi? C'est pas un mec bien, ça? Si, ça m'aime bien, mais que Arnaud réclame une bouteille qui va rester sur les bras du pizzaiolo, j'y crois pas une seconde. C'est ce que j'allais dire, on n'y croit pas du tout. Certain que non. Il savait qu'il la vendrait à la fin, sa bouteille. Non, déconnez pas, c'était le midi quand même. On va rester sur cette anecdote assez croustillante, hein, qui en dit long sur la vie d'Arnaud Bertina. Arnaud, je vais te charger quand même de faire la bise à tous les amis grenoblois quand tu seras là-bas, puisque tu as la chance de pouvoir voyager avec ta carte de La République En Marche. Et de notre part aussi. Je rappelle donc, on parlait Boulevard du livre paru chez Incul qui s'appelle Boulevard Yougoslavie, qui est un super livre écrit par Arnaud Bertina, Oliver Roé et Mathieu Lardoni. Je vous conseille vraiment cette lecture, qui est très enrichissante et assez enthousiasmante. Je vous remercie à tous les trois et je vous souhaite de sortir aussi vite que possible de cette pandémie et que l'on se retrouve pour aider Arnaud à finir les bouteilles de vin qu'il a commandées chez Oscar ou ailleurs. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Thierry. Merci Thierry.